Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Somango Koutou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Cela est connu, le Burkina est un pays d'élevage et les chiffres l'attestent. 8 millions de bovins, 19 millions de petits ruminants, 42 millions de volailles selon les estimations. C'est la troisième source de recettes d'exportation, mais que de défis à relever pour le plein épanouissement des acteurs de ce secteur. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir. Une émission que j'ai le plaisir de conduire en compagnie de mon confrère Mahamadi Tiyan des éditions Sidouaya. Bonsoir Mahamadi. Bonsoir Jean-Emmanuel, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Et tout de suite, nous ouvrons la toute première rubrique. Soutien à l'accroissement de la production et l'écoulement, voilà qui résume en quelques mots le défi posé au secteur de l'élevage au Burkina Faso. Le gouvernement s'est fixé de grands objectifs à atteindre d'ici à 2020, les grands enjeux dans ce reportage que nous vous proposons. Le Burkina Faso est un pays à vocation essentiellement agro-pastorale. Avec un cheptel national estimé à plus de 10 millions de bovins, 24 millions de petits ruminants, 42 millions de volailles et 2 millions de porcins, le sous-secteur de l'élevage contribue pour plus de 18% à la formation de la valeur ajoutée nationale, dont 12% pour les animaux sur pied et 6% pour les cuirs et peaux. La part des produits animaux dans la valeur des exportations est d'environ 26% et constitue la troisième source des recettes d'exportation du pays après l'or et le coton. C'est pourquoi de gros efforts sont constamment faits pour soutenir la production dans les filières bétail, viande et lait, ainsi que la transformation et l'écoulement des produits qui en sont issus. L'accompagnement du gouvernement se fait à travers une multitude d'actions. Au cours de l'année 2016, par exemple, ces actions ont porté sur la création d'espaces pastoraux sécurisés, la réalisation d'infrastructures hydropastorales, la prévention et la gestion des crises et vulnérabilités pour laquelle 9 comités régionaux de la transhumance ont bénéficié de 4 séances d'animation et de sensibilisation. D'autres actions ont concerné la professionnalisation des acteurs des filières animales, dont 27 400 ont été formés, le développement des infrastructures de mise en marché qui a permis la réalisation de 11 marchés à bétail, 13 aires d'abattage, 3 laiteries semi-industrielles et 8 laiteries artisanales, entre autres. L'appui du gouvernement a également concerné l'amélioration de la production de viande, du lait, de la volaille et du miel. 44 681 tonnes de viande ont été produites et contrôlées dans les différents abattoirs et les aires d'abattage, tandis que 1180 unités de production de lait ont été suivies. Au niveau de la volaille, plus de 23 000 élevages ont été suivis. Des élevages qui ont mis sur le marché plus de 2 millions de volailles évaluées à 6,6 milliards de francs CFA. Quant à la promotion de la transformation et la commercialisation des cuirs et peaux, ainsi que des produits dérivés, 154 172 cuirs et plus d'1 200 000 peaux ont été produits. Les actions à l'horizon 2020, conformément au programme présidentiel, prévoient, entre autres, l'intensification et l'augmentation de façon durable de la production dans les filières bétail, viande, lait et œufs, la facilitation de l'accès et de l'utilisation des sous-produits agro-industriels, l'augmentation de la productivité et le développement du marché local et de l'exportation par une amélioration des infrastructures de commercialisation et l'amélioration de la santé animale par la prévention et la riposte contre les maladies animales prioritaires. Toute chose qui permettra de donner au secteur la place qui est le sien au grand bonheur de ses acteurs.
Voilà de grandes ambitions affichées par le gouvernement pour répondre aux attentes des acteurs sur le terrain et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Au-delà des promesses, les acteurs veulent voir surtout des actions. Suivez plutôt ces quelques réactions. Il nous faut des machines qui pourront nous aider à ce qu'on puisse faire bien notre travail. Des machines à tanner le cuir, des machines à polir. On a besoin de formation. On a besoin en tout cas qu'on nous aide à ce qu'on puisse avoir le coût de nos produits. Les difficultés que nous rencontrons au niveau de la production animale, c'est surtout le coût des intrants, notamment l'aliment et les produits vétérinaires. Dans notre secteur, les difficultés sur l'alimentation, ça c'est un. Et de deux aussi, c'est des lieux de pâturage. Les zones de pâture réservées pour les animaux là sont envahies par les agriculteurs. En mois de mars, avril, mai, là, il y a des éleveurs qui ne dorment pas dans leur maison. Parce que vous trouvez dans un village, il y a un seul forage. Ce forage est géré par la population le matin, jusqu'à 21h. Et les animaux prennent maintenant le forage jusqu'à 7h du matin. Ale bamana yi fara biyala wa sikit rar kabela tunin kabe wa sam ka watan dare togo Nigeria fara rarama Nigeria la anliwa chaka de baga kiri bana. La région du Sahel qui quand même regroupe je dirais l'essentiel du cheptel du pays et il n'y a même pas une unité de transformation de sous-produits agro-industriels. Donc si on a besoin de sous-produits, les éleveurs ici sont obligés d'aller à minimum 500-600 km, donc soit à Oundé ou à Bobo-Dioulasso. À l'abattoir ici, on a des problèmes. Problèmes de quoi? Vraiment, on avait problème de l'eau, on a des problèmes de vétérinaires, on a problème des animaux aussi. Bon, les animaux, vraiment, comme c'est l'hivernage là, pour arriver ici, c'est trop compliqué. Et des fois aussi, on gagne les animaux dans la journée, on veut tuer les vétérinaires ici, ça part à 11h, ou bien à midi, ou bien à 15h, ne vient pas. Donc ça nous cause beaucoup de problèmes. Au niveau de l'abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso, l'infrastructure est assez vieillissante parce qu'elle date des années 1960 et actuellement la capacité est beaucoup dépassée. L'apiculture, avec le recul aujourd'hui des forêts au niveau de la région, c'est une activité qu'on est en train de relancer avec d'autres acteurs. Et ça veut dire qu'il faut reformer les gens, il faut les équiper. Bon, ensuite, du point de vue organisationnel, bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas les récépissés de l'Union régionale de la région du Centre-Nord. On n'a pas aussi le récépissé, ou bien en tout cas un arrêté de la plateforme apicole nationale. On peut dire que l'État, par la LONAVE, nous l'ont soutenu de nous construire un village artisanal. Et nous pouvons dire qu'à cœur ouvert, c'est vraiment un grand effort que l'État a fait pour notre province, pour notre région. On a reçu du matériel subventionné, des ruches, des lève-cadres, des combinaisons. Et c'était vraiment une aide qu'on a appréciée beaucoup. Dans notre laiterie, c'est le PAM qui est en train de nous appuyer par les équipements et payer notre yaourt pour amener dans les écoles. Et puis le gouvernement, c'est le Laboratoire national de la santé publique qui nous suit, qui vient prélever le yaourt et les agents d'élevage viennent nous suivre. Si aux sorties de la formation, le gouvernement peut soutenir le centre à doter les formés de matériel pour leur permettre de s'implanter dans leurs différents milieux. Vraiment, ce que nous demandons à monsieur le ministre, c'est de nous aider avec les bâtiments qui répondent aux normes. Et à son passage à Dori, si je me rappelle, on avait demandé des plaques solaires, même si c'est en subvention. Quand on voit les rapports, c'est sur la vaccination.
On a vacciné tant des animaux, tant de bovins, tant de quoi. Nous voulons maintenant qu'on aille avant. Il faut que maintenant, nous dit maintenant, on a exporté tant de tonnes de viande. On a exporté tant de tonnes de lait. Il y a tel pays qui nous a demandé tant de tonnes de lait naturel. Donc, il faut que le gouvernement fait, comme je dis, la SONAGES, construire des magasins dans les départements et ravitailler les magasins là au moment où il faut les ravitailler. On n'a pas dit de donner cadeau. Même prix social là, c'est bon. Si le gouvernement pouvait mettre sa main pour que tous les élèves, là où ils sont, boivent du yaourt. Puisque les élèves, même les enfants de la région du Sahel, ont beaucoup de malnutris. Mais s'il y a le yaourt dans les écoles, ça peut aider les élèves à grandir et avoir l'énergie pour partir à l'école. Voilà, beaucoup d'attentes exprimées sur le terrain par les acteurs. Monsieur le ministre, vous l'avez vu. Certainement, nous allons revenir en détail sur ces différentes attentes. Mais comment on s'organise au niveau de votre ministère pour répondre à autant d'attentes qui sont, comme on l'a vu, aussi prioritaires les unes que les autres, monsieur le ministre? Merci bien, Emmanuel. Je crois que, comme vous l'avez si bien dit, le secteur de l'élevage, ou si vous voulez le secteur des ressources animales et halieutiques, est un des secteurs piliers de notre économie nationale. Et si bien qu'effectivement, beaucoup d'attentes sont effectivement exprimées par nos populations qui, comme vous le savez très bien, plus de 86% de la population active s'adonne à ces activités-là. Donc, au niveau du ministère qui a pour rôle de faire appliquer la politique du gouvernement en matière de ressources animales et halieutiques, effectivement, nous sommes organisés jusqu'au niveau village pour qu'effectivement nous puissions prendre en compte toutes ces questions qui ont été exprimées à travers ce reportage. Et bon, mais bien mal, hein, nous arrivons en tout cas à faire de notre mieux pour qu'effectivement nous puissions répondre aux questions. Mais c'est énorme les besoins, c'est énorme les attentes, mais je pense qu'avec l'apport de tous, nous pourrons parvenir à satisfaire la majorité. Monsieur le ministre, il y a par exemple en matière d'attente, vos agents sur le terrain qui ont besoin d'accompagnement. Que faites-vous justement pour que ces agents-là puissent travailler à assurer une couverture sanitaire animale adéquate? Ouais, je vous remercie pour cette question parce que lorsque j'ai pris fonction, j'ai eu à faire le tour de toutes les régions où j'ai rencontré aussi bien les acteurs, les producteurs, que notre personnel qui, effectivement, j'avoue, font vraiment des sacrifices dans les villages, dans les régions pour exécuter leurs tâches. Je sais que les problèmes sont nombreux. Il y a des problèmes de locomotion, il y a des problèmes même de disponibilité des médicaments, comme vous le dites souvent. Et c'est des agents qui, effectivement, s'adonnent chaque jour, chaque nuit, à pouvoir exercer leurs fonctions, exercer leurs tâches dans ces régions-là. Donc nous avons pris, car nous avons écouté en tout cas tout le personnel, et comme je l'ai dit, nous avons un secteur où les problèmes souvent sont connus. Les problèmes sont connus, les solutions sont connues. Maintenant, c'est quelle stratégie nous allons mener pour atteindre ces solutions. Et là, nous discutons avec les agents pour qu'effectivement nous puissions les accompagner en termes de renforcement des capacités, en termes d'octroi de matériel de travail et aussi d'amélioration de leurs conditions de travail dans ces régions-là pour qu'effectivement ils puissent remplir correctement leurs tâches. D'accord, vous dites que les solutions sont connues, vous avez été sur le terrain, il y a certains de vos agents qui sont obligés d'acheter des seringues automatiques, ça coûte de 30 à 40 000 francs CFA de leur propre poche pour assurer le travail. Alors, qu'est-ce que vous avez envisagé justement pour remédier à ça rapidement? Bon, ça c'est une question que je n'ai pas connaissance de ça, parce que je pense que quand j'ai visité, c'est vrai qu'il y a des problèmes, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des problèmes, ça c'est vrai. Mais je dis qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est effectivement pouvoir doter des services vétérinaires, particulièrement la Direction générale des services vétérinaires, de tous ces éléments d'accompagnement pour le travail. Et je pense qu'actuellement, nous avons en tout cas beaucoup de projets pour que nous puissions accompagner ces agents-là sur le terrain. Maintenant qu'ils achètent vraiment des seringues de leur poche, bon, je ne sais pas, ça ne m'est pas devenu, et peut-être que vous avez l'information,
Mais je pense que ça va, nous allons faire tout pour remédier à ça, si effectivement c'est le cas. Monsieur le ministre, comme vous l'avez dit, c'est un secteur extrêmement important pour le Burkina Faso, le secteur de l'élevage. Je vais m'arrêter au secteur de l'élevage, pas forcément des ressources halieutiques, mais on a l'impression que c'est surtout le volet agriculture qui est mis en avant au détriment du volet élevage. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce que dans le budget, par exemple, la part qui est consacrée à ce secteur-là est à la hauteur de cette importance? Oui, c'est vrai qu'il faut le dire. Dans le temps, on a toujours parlé de l'agriculture grand A. Moi, personnellement, je n'aime pas utiliser ce mot agriculture grand A parce que je sais qu'il y a quand même deux sous-secteurs dans ce secteur du développement rural. Même si c'est des secteurs qui sont inséparables, comme on le dit, c'est des secteurs complémentaires. Mais effectivement, lorsque vous regardez la dotation en termes de budget, la part qui revient au secteur de l'élevage est vraiment la part congrue, comme vous le dites, la portion congrue. Puisque de l'engagement de l'État, c'est octroyer 30% du budget alloué au secteur rural à l'élevage. Ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, quand vous prenez le budget, la masse totale du budget de l'État, c'est moins d'1% qui est réservé pour le secteur de l'élevage. Donc effectivement, c'est un secteur paradoxalement très important, mais qui a peu de moyens. Il y a beaucoup d'efforts et je pense que depuis 2016, le gouvernement, en tout cas dans sa politique, a octroyé beaucoup plus de moyens. Nous avons vu que nous avons reçu assez de moyens en 2016, même si entre-temps il y a eu une régulation, ça c'est tout à fait normal dans un pays, que de temps en temps, compte tenu de certaines situations, on puisse réguler. Mais sinon, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020, nous pensons quand même que le budget octroyé à l'élevage va crescendo, va en augmentant, et nous pensons que ça va suivre ce même cours. Priorité, monsieur le ministre, aux questions des citoyens. Et tout de suite, nous allons écouter la première question. Monsieur le ministre, à quand le programme spécial sera installé au Sahel pour développer l'élevage du Sahel? Un programme spécial que les acteurs du Sahel appellent de tous leurs vœux, monsieur le ministre. Oui, je voudrais remercier mon grand frère Diko, parce que je l'ai rencontré aussi à Doli quand on faisait notre tournée dans le Sahel. C'est une question effectivement qui est pertinente. Le programme spécial, nous l'avons appelé au niveau gouvernement programme d'urgence Sahel. Et vous savez qu'il n'y a pas longtemps, ça a été adopté au niveau de l'Assemblée. Et c'est la mise en œuvre aujourd'hui. Et sa question tombe bien, puisque déjà le 3, le président, son Excellence ira lancer ça à Tongomaya, nous serons là-bas. Et la partie élevage a vraiment une place importante dans ce programme, puisque le Sahel, c'est une région par excellence d'élevage. Donc nous avons en tout cas grand intérêt dans ce programme d'urgence Sahel, où effectivement, nous n'allons pas déballer ça ici, mais il y a une part belle pour l'élevage au niveau du Sahel. Et nous irons lancer, peut-être que s'il y a des détails là-bas, on pourra effectivement fournir ça à mon ami et grand frère Diko, que je connais très bien. D'accord. En attendant ce programme, il y a un autre qui est lancé il y a 2 ans, le programme d'appui au pastoralisme au Sahel. Tout à fait. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que ce programme a contribué justement à la valorisation des ressources animales? Effectivement, le programme, le PRAPS, comme on l'appelle le programme, c'est un programme régional qui concerne les pays sahéliens de la bande sahélienne, depuis le Tchad jusqu'au Mali, en passant par le Niger, le Burkina Faso, etc. Et ce projet a été lancé en 2016. Et c'est un projet qui s'attelle beaucoup plus au niveau du pastoralisme. Donc, essayer de trouver la résilience des acteurs, des personnes vulnérables aux crises que nous connaissons tous. Et ce projet est en cours. Nous avons pu mettre en place l'unité de projet. Le projet a formé beaucoup de personnes. Et le projet actuellement est en train de mettre en place effectivement des infrastructures au niveau des régions. Toute la bande du Sahel, les cascades, beaucoup du Mouhoun, le nord, le Sahel et puis l'est. Donc ça va très bien pour ce projet. Et nous avons déjà fait l'évaluation mi-parcours où la Banque mondiale a beaucoup apprécié. Et même s'il y a quelques recommandations qui ont été faites. Et cette année encore, le projet, j'ai rencontré le responsable du programme hier déjà, hier lundi, et je crois que c'est en bonne voie pour ce PRAPS-là. Oui. Et nous allons continuer dans cette lancée, de sorte à sécuriser nos zones pastorales, et puisque c'est l'heure, et à viabiliser les zones pastorales, et de les délimiter, de les baliser, et ensuite pouvoir équiper toutes ces zones-là
de sorte à ce qu'effectivement le pastoralisme puisse trouver son entrain dans le développement du secteur de l'élevage. Ouais, on allait y revenir, mais vous faites bien de l'évoquer, la question de ces zones pastorales. Je crois que c'est revenu dans les réactions des acteurs sur le terrain. On a de sérieux problèmes au Burkina avec les zones de pâture. Parce que chaque fois, comme l'acteur le disait, c'est des zones qui sont rapidement envahies par des agriculteurs ou en tout cas des gens qui s'adonnent à d'autres activités. Alors, quelle est la politique en la matière? Parce qu'on a l'impression que dès que la zone est déterminée comme zone de pâture, derrière, il n'y a rien qui est fait pour sécuriser. Oui, vous avez raison, effectivement, parce que il faut dire que toutes ces zones-là ont une histoire. C'est compte tenu, après la sécheresse que nous avons connue dans les années 70, qui nous a amené à effectivement sécuriser des espaces pour que l'élevage puisse se développer normalement. Mais comme vous le dites, effectivement, c'est des espaces qui sont convoités par d'autres personnes. De Konkonfouanou. Oui, Konkonfouanou, ça c'est un village, c'est pas une zone. La zone pastorale, c'est la zone de Kabonga, qui aujourd'hui, effectivement, fait pas totalement de problème. C'est dans la partie est que nous avons effectivement le problème que le village de Konkonfouanou. Toutes ces zones sont convoitées effectivement par d'autres personnes qui sont hors du secteur de l'élevage. Bon, je ne cite pas seulement les agriculteurs. Il y a aussi d'autres personnes, par exemple, vous parlez de la zone de Kabonga où une unité minière s'est installée. Je pense que c'est de façon irrégulière aussi, puisque nous avons dépêché une équipe là-bas qui est rentrée, qui a fait son rapport, en attendant que les ministres eux-mêmes puissent se déporter pour trouver des solutions à cette zone-là. Mais dans l'ensemble du pays, c'est des zones qui sont effectivement convoitées parce que, comme on le dit, hein, et vous l'avez si bien dit, nous avons délimité des zones pour l'élevage, pour des pâtures, pour que nous fassions effectivement progresser notre secteur. Malheureusement, l'équipement n'a pas suivi, l'aménagement souvent n'a pas suivi, et comme la nature a horreur du vide, bon, les gens se déportent pour exploiter de façon anarchique ces zones-là. Ce n'est pas seulement les zones pastorales, il y a même les zones forestières qui sont classées, qui sont aussi les réserves qui sont classées, pour lesquelles les gens ont un engouement assez spectaculaire. Mais comme je l'ai dit, les zones pastorales, ce sont des zones réservées à l'élevage. C'est des zones à vocation pastorale. Et nous ne disons pas que c'est des zones réservées à des entités ethniques. Et donc tout éleveur peut effectivement aller dans cette zone et exercer en respectant les textes qui régissent ces zones-là. Et à ce moment, nous ne pouvons pas accepter, par exemple, qu'effectivement on les exploite vraiment de façon démesurée. Parce que nous l'avons vu, je parle des années 70 où effectivement ces zones ont été délimitées. Aujourd'hui, nous sommes à beaucoup de décennies. Si nous laissons effectivement l'occupation continuer, ça veut dire que nous ne pourrons même pas montrer à nos enfants, on ne parle même pas de nos petits-enfants ou de nos petits-enfants, des zones pour effectivement élever. Alors que, comme je l'ai dit, nous sommes un pays d'élevage, nous ne pouvons que compter sur l'élevage effectivement pour développer notre pays. Donc, Monsieur le ministre, on a l'impression que vos services sont débordés, quelque peu impuissants face à l'occupation justement de ces zones. Oui, débordé, c'est trop dire parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui entourent ces zones et nous essayons de résoudre ça de façon apaisée. Il y a eu le problème de la zone de Samoroua, aujourd'hui on n'en parle pas. Mais il y a eu aussi un problème à Samoroua où nous avons même fait un déplacement, effectué un déplacement avec toute l'équipe et aussi les services régionaux, les services locaux là-bas. Et aujourd'hui, bon, on a pu effectivement informer les communes riveraines. Nous avons pu, tous les producteurs qui sont là, nous avons pu en tout cas trouver des solutions palliatives en attendant qu'effectivement nous puissions revenir. Parce qu'une chose aussi, ce qu'il faut reconnaître aussi, au temps où on installait ces zones, la population n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. On installait, c'était peut-être 100 000 habitants, aujourd'hui nous sommes à beaucoup de millions d'habitants qui entourent, qui veulent effectivement exploiter. Et il faut peut-être revoir. Le cahier de charges n'est pas fermé, et c'est ce que nous avons expliqué à Samoroua. Et nous avons effectivement rassemblé les gens, nous avons sensibilisé, nous avons trouvé des mécanismes pour que la vocation de la zone pastorale puisse être préservée et qu'effectivement on permette à ceux qui rentrent d'exploiter au niveau agricole. Il y a des cultures qui sont autorisées, d'autres cultures qui ne sont pas autorisées. Mais lorsque vous respectez les cahiers de charges qui sont établis de commun accord, le problème ne se pose pas. Donc, Kabonga, nous allons aussi faire comme ça. Il y a d'autres zones
qui sont convoités par des migrants. Souvent, c'est des migrants, ce n'est pas ceux qui sont autour, c'est des personnes qui viennent. Et Samorgon, je viens d'avoir un coup de fil il y a juste une semaine du maire de Samorgon qui me dit que nuitamment, des gens viennent encore s'installer. Donc, effectivement, si pendant que vous sécurisez la nuit, des gens viennent s'installer dans les forêts, dans les zones, il faut qu'effectivement, de façon permanente, nous puissions disposer de forces spéciales. Et je pense que je voudrais faire un tout un clin d'œil au ministère de la Sécurité qui nous accompagne dans ce travail-là pour que nous puissions effectivement sécuriser ces zones-là et empêcher que l'invasion par des agriculteurs, des migrants qui peuvent à la limite détruire ces zones-là. Monsieur le ministre, une autre question que nous avons recueillie sur le terrain. Monsieur le ministre, et nous qui sommes aussi dans la province, on fait des demandes sur le fonds de développement rural, le FODEL. On fait le renouvellement, nous sommes à jour. Mais cette année, on a fait nos demandes et jusqu'à présent, on n'a rien reçu jusqu'à présent. Nous ne savons pas pourquoi. Monsieur le ministre, le FODEL. Oui, le FODEL, peut-être qu'il faut revenir en arrière pour expliquer ce que c'est que le FODEL. Le FODEL, c'est un fonds qui a été créé par les acteurs. Le fonds de développement de l'élevage à travers des contributions, des fonds qui sont prélevés sur les animaux exportés. Donc, plus l'État qui subventionne de temps à autre. Et c'est ce fonds-là que nous utilisons pour effectivement donner des petits crédits. Pas seulement des crédits, parce qu'il y a la formation, il y a des réalisations d'infrastructures que le FODEL effectue. Le volet crédit vient, mais malheureusement, c'est le volet crédit qui est plus perçu, et c'est le poste, la composante qui attire beaucoup de monde. Donc du coup, le FODEL n'est pas en mesure de satisfaire tout le monde. Et comme on le dit, le FODEL aujourd'hui, qui n'a pas assez de fonds, nous avons un mécanisme d'octroi de crédit. Lorsque nous octroyons un crédit, la moyenne c'est 1 million 400, 1 million 500, rarement 2 millions. Et lorsque les bénéficiaires commencent à réaliser leur projet, c'est remboursable un an. Un an arrivé, ce n'est pas encore fait. Donc on renouvelle, c'est pour ça qu'ils parlent de renouvellement. On renouvelle et ils ont la priorité. Donc déjà ceux qui déposent, il faut qu'ils attendent que nous puissions renouveler pour qu'effectivement le projet qui a été engagé puisse atteindre et aller au bout. Et donc, comme il y a tellement de monde qui demande le FODEL, alors que quand vous voyez le nombre de demandes par rapport à... Mais quelle est l'efficacité de ce soutien-là? Est-ce que véritablement c'est un fonds qui permet de faire bouger les lignes dans le bon sens? Tout à fait. Le FODEL aujourd'hui fait bouger des lignes. Et nous avons même eu une question orale au niveau de l'Assemblée à laquelle nous sommes partis répondre. Et nous avons fait des propositions. Et je pense qu'actuellement, nous sommes en train de signer des conventions avec des partenaires financiers. Et nous essayons de discuter comment on peut alimenter un peu le FODEL à travers ces fonds-là. C'est fort possible. Ou alors trouver aussi des paravents à côté du FODEL pour effectivement octroyer des crédits à nos braves producteurs. Nous avons également engagé des procédures de négociation des requêtes auprès d'autres institutions financières pour renflouer les fonds au niveau du FODEL et pouvoir effectivement donner des crédits plus substantiels à beaucoup plus de personnes. Pour que, sinon le FODEL aujourd'hui est très important pour nos producteurs, c'est justement du fait que les banques commerciales ne s'intéressent pas à l'élevage puisqu'on estime qu'il y a beaucoup de risques. Donc ça fait que nos acteurs n'ont pas l'accès à ces financements qu'ils ont eu, ce recours, c'est de créer un fonds. Et ils ont demandé seulement l'appui de l'État qui a accepté, et on a créé ce fonds. Et aujourd'hui, je pense que si les mesures que nous avons préconisées, si nous arrivons à les engager, je pense que le FODEL pourra avoir beaucoup plus de moyens pour accorder des crédits, des microcrédits à nos acteurs. Justement, de combien avez-vous besoin pour satisfaire ceux-là qui remplissent les conditions? Nous avons mené une étude, la requête que nous avons formulée pour le coût va jusqu'à 10 milliards que nous avons demandé. Mais notre intention, ce n'est pas de continuer à soutenir le FODEL. Nous voulons qu'à un moment donné, le FODEL soit autonome. C'est ça qui est recherché. Mais il faut quand même déjà, on puisse effectivement, au travers ces financements que nous pouvons retrouver nous pouvons chercher pour le FODEL, à travers les subventions que l'État peut accorder, que nous puissions accompagner le FODEL jusqu'à ce que le FODEL soit vraiment autonome comme une institution que nous connaissons, puisque il peut octroyer, ça revient. Et je pense que si nous avons 10 milliards aujourd'hui,
ça peut nous aider à avancer. Et nous sommes en tout cas là-dessus, nous sommes en train de négocier avec des partenaires pour effectivement on puisse nous octroyer ces fonds-là. Ok, Monsieur le ministre, on poursuit avec une autre question. Je voulais savoir, en tout cas, quand on peut avoir un nouvel abattoir frigorifique à Bobo-Dioulasso, parce que c'est une préoccupation de toute la ville et de tous les acteurs. Voilà, Bobo-Dioulasso qui demande un autre abattoir. Là aussi, effectivement, ils ont raison. J'ai visité l'abattoir de Bobo-Dioulasso. C'est vraiment un cas de problème pour une ville, pour une grande ville comme Bobo-Dioulasso. C'est un abattoir qui date des années 62, hein. Donc peut-être, en tout cas à ma naissance, donc pas, vous n'étiez pas encore là. Donc effectivement, nous avons ce souci. C'est une des préoccupations majeures du gouvernement et du ministère. Et c'est pour ça que nous avons fait l'étude de faisabilité d'un abattoir moderne à Bobo qui va nous coûter à peu près 10 milliards. Ça a été fait sur toute la chaîne. Vraiment la chaîne de production, la chaîne de transformation, la chaîne de commercialisation. Nous avons le projet et nous l'avons mis en PPP, en partenariat public-privé. Dès 2018, nous avons commencé à rechercher des partenaires pour voir comment on peut exploiter effectivement ce projet-là et puis le mettre en œuvre. Donc je pense que ce qu'il dit c'est vrai. Et nous avons la même préoccupation que la population de Bobo-Dioulasso qui est juste à côté des pays, voilà, des pays à côté. Monsieur le ministre, au-delà de Bobo-Dioulasso, on a l'impression que la plupart des villes du Burkina ont mal à leurs abattoirs. Parce que le problème se pose à Bobo-Dioulasso, mais je pense qu'il se pose dans toutes les villes du Burkina. J'ai l'impression que c'est un domaine où véritablement il n'y a pas une politique comme ça qui est mise en œuvre pour permettre à toutes les villes d'avoir des abattoirs dignes de ce nom. Parce qu'il suffit de quitter les grandes villes, on va voir des abattoirs qui sont perdus en brousse, où vraiment les conditions d'hygiène vraiment ne sont pas réunies. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais il faut dire que le problème des abattoirs relève beaucoup plus de gestion que de manque d'infrastructure, parce que lorsqu'on met en place un abattoir, c'est pour qu'on gère mieux l'abattoir. C'est vrai qu'il y a deux ministères qui interviennent. Le ministère des ressources animales met en place l'abattoir et le ministère du commerce et de l'industrie gère l'abattoir. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je pense que dans la collégialité gouvernementale, on peut effectivement faire de sorte que l'abattoir puisse progresser avec des produits de qualité. Mais comme vous le dites, effectivement, c'est la réalité de faire que lorsque vous partez, les abattoirs sont souvent délaissés. Vous avez même à peine, quand vous rentrez dans certains abattoirs, vous n'avez plus besoin de manger de la viande, ça il faut le reconnaître, et à travers la formation des personnes qui sont là-bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons déjà à l'école nationale de l'élevage et de la santé animale, nous avons dans le renforcement des curricula mis en place, et ça va commencer bientôt, des formations spécifiques en découpe, des bouchers, des transformateurs, etc., pour que nous puissions avoir déjà des personnes qualifiées, des personnes qui savent le faire. Et nous avons dans le cadre des PPP, dans notre pipeline, des réalisations de l'abattoir, par exemple de Ouaga, dans 5 villes. Tinkourou sera en tout cas cette année comme Kaya, cette année. Et progressivement, nous allons les mettre dans des communes, dans des grandes villes, et faire en sorte que la gestion puisse suivre. Parce que c'est ça aussi le problème. Il faut qu'on puisse gérer, pas des spécialistes, pas des personnes qualifiées. Nous n'allons pas nous départir de ceux qui sont là, mais nous allons les former et les récupérer, les former, afin qu'effectivement les abattoirs puissent répondre aux normes. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que nous voulons exporter de la viande made in Burkina, il faut que cette viande soit de la qualité, pour qu'on puisse effectivement l'accepter. Or, qu'on l'accepte d'abord dans les marchés locaux et ensuite dans les marchés régionaux et internationaux. Donc, vous le dites si bien, c'est une des grandes préoccupations. Et nous l'avons en tout cas mis aussi. Et puis une question peut-être qui est un peu connexe, c'est le transport de la viande dans les grandes villes. C'est pour ça quand on parle de complexe, c'est vraiment des structures, c'est des abattoirs structurants et qui vont passer par la production même, parce que même l'animal qui vient pour qu'on tue, il faut que ce soit un animal en bonne santé, il faut que ce soit un animal bien en forme, ce n'est pas des carcasses qu'on va venir soulever à peine s'il marche. Donc depuis la production, la transformation et le transport bien sûr, pour aller jusqu'au centre de commercialisation. À l'abattoir, on ne vend pas de la viande, il faut les transporter. Donc ces unités que nous avons en PPP intègrent tous ces paramètres-là. Donc je crois que lorsque nous allons effectivement mettre en place ces abattoirs, nous n'aurons pas de problème pour la qualité
Nous avons même prévu, si vous regardez même dans le programme présidentiel, il y a l'achat, l'acquisition des véhicules frigorifiques pour le transport de la viande. Ok, monsieur le ministre, une autre question recueillie sur le terrain. Quelles sont aujourd'hui les perspectives que le gouvernement envisage quant à la mise en place des unités de transformation des produits d'élevage au niveau local, notamment au niveau de la région du Sahel ici? Monsieur le ministre. Oui, bon, la politique du gouvernement, il faut dire que ce n'est pas spécifiquement mettre en place des unités de transformation, c'est accompagner les acteurs. Et pour ça, je vais dire tout de suite que nous avons un projet, l'accompagnement de la commune de Dori, et dans la mise en place d'une unité de fabrique d'aliments à Dori. J'ai été convié là-bas, j'ai fait la pose de la première pierre, et nous avons au niveau du ministère, je crois que le marché est déjà lancé, pour acquérir le matériel de transformation que nous mettons à disposition de la commune de Dori, à prix subventionné, pour qu'effectivement on puisse produire les aliments dans le Sahel et mettre à disposition au niveau de 4 provinces, le Soum et puis les autres, et pourquoi pas peut-être au nord. Et c'est comme ça que nous allons aller graduellement avec les communes. Donc nous aidons soit les communes, soit les promoteurs privés à mettre en place ces unités-là. Parce que le ministère ne peut pas, le gouvernement ne pourra pas produire des aliments pour vendre. Mais on peut accompagner ceux qui peuvent le faire effectivement aller dans ce sens-là. Et comme je le répète, nous avons commencé avec la commune de Dori et c'est en bonne voie puisque nous avons lancé le marché d'acquisition de cette unité de fabrique d'aliments. D'accord. Il y a aussi une initiative cette fois du gouvernement et c'est une promesse de campagne, une unité de transformation des produits de cuir et peau à Kaya. Alors, est-ce que justement, de la parole aux actes, il y a justement des avancées? Oui, c'est vrai. Bon, je peux répondre, mais avec prudence, puisque ça relève de mon collègue du commerce et de l'industrie, puisque ça devient une unité industrielle. Mais je pense que si c'est une promesse de campagne, ça va aller, parce que si nous arrivons, comme je l'ai dit, à réaliser ces abattoirs, nous aurons des pots, naturellement. Et donc, il n'y a qu'à exploiter ces pots. Et je pense que ça aussi, au niveau du ministère du Commerce, je n'ai pas fouillé, mais je sais qu'en tout cas, ils sont aussi en phase de récupérer, puisque nous travaillons vraiment ensemble et pour ces infrastructures-là. Donc, tout est prévu. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment toute la chaîne de valeur. Quand nous parlons de transformation, c'est toute la chaîne, même les sabots, même les cornes, les sabots, tout sera transformé et valorisé pour qu'effectivement nous puissions les mettre en vente. Nous voulons quitter cette logique qui est de transporter nos animaux vivants hors de nos frontières. À ce moment, c'est la viande seulement que nous vendons. Mais on ne se préoccupe pas des cornes, on ne se préoccupe pas des sabots, pas des queues, pas des poils. Bon, donc, alors tout ça, c'est valorisant. On peut valoriser tout cela. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit, c'est la chaîne de valeur que nous voulons mettre en place à travers les abattoirs que nous voulons construire. Et c'est en collaboration avec le ministère en charge des Finances et le ministère en charge du Commerce et de l'Industrie. Ok, monsieur le ministre, une autre question que nous avons recueillie sur le terrain.